Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça fait un petit moment que j'ai pas prononcé cette fameuse phrase de départ parce qu'on avait fait pas mal de lives. C'est le premier podcast et même au-delà des lives depuis le All-Star Break. Avec moi, il y a Constant qui est de retour. Comment ça va, Constant? Le revenant, je date, hein. Franchement, je date. Ça faisait plus d'un mois que j'avais pas apparu dans un live où hier Thunder. Les épisodes Up and Thunder, pour l'instant, j'en ai loupé aucun. C'est les lives où je suis un peu plus laxiste. Maintenant, très heureux de revenir. Et puis, que je sois là pour le bilan de mi-saison ou que je sois là pour parler après le 57e match de la saison du Thunder, OKC est toujours à égalité avec les Wolves pour être premier de conférence. Donc, rien n'a changé, on va dire, depuis un gros mois. OKC est toujours une excellente équipe de basket. 40 victoires déjà, autant que l'année dernière, 40 victoires. Et il reste 25 matchs, c'est exceptionnel. C'est Tout à exceptionnel. fait. Et avec nous, Charlie Ely, que vous avez l'habitude de voir maintenant. Comment ça va, Charlie? Bah écoute, moi ça va super, hein. À l'inverse de Constant, j'étais plutôt présent sur les derniers lives, mais toujours content de parler du Thunder qui, comme on l'a dit, se porte toujours super bien. Ouais, qui est bien revenu du break. Tout le monde est bien revenu avec Ouais. 3 victoires là sur les 3 matchs. Juste avant de commencer, pour une fois, on va faire la pub un petit peu avant. Déjà, je vous invite à aller voir tous les contenus qu'on a publiés pendant le break, que ce soit des articles, des vidéos sur Aaron Wiggins, etc. Allez voir tout ça. Et merci à tous ceux qui ont déjà fait leur retour vis-à-vis de ce contenu. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours et d'avoir un peu de la force de tous ceux qui regardent. Donc merci beaucoup. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ben allez-y et abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, etc. C'est le moment de développer au maximum avant les playoffs. Parce que oui, on va parler playoffs maintenant. C'est le moment de développer au maximum, de s'abonner en masse pour suivre ça de près. Voilà, le point pub est fait. Et puis on va parler Thunder et en fait on va parler de nos attentes de la fin de saison. Il reste 25 matchs, c'est un épisode qu'on aurait pu faire pendant le break, mais c'est les choses dont on va le plus regarder d'ici la fin de saison sur ces 25 derniers matchs. Comme on l'a dit, OKC est déjà à 40 victoires, toujours premier ex-aequo à l'Ouest, donc tout va très bien pour l'instant. Pas de blessures, enfin il y a plein de choses qui sont très positives pour l'instant. Mais il y a encore pas mal de petites choses à observer avant sûrement une première campagne de playoff depuis quelques années maintenant. La première, non, c'est pas la première qu'on suivra vraiment avec Constant en podcast, etc. Mais ça fait un petit moment Mhm. qu'on l'a pas fait. Il va Mhm. falloir se roder là-dessus aussi. Et ben, je vais commencer par le revenant, Constant. Et quel point tu veux aborder en premier? Quelle chose tu vas regarder en priorité sur ces 25 derniers matchs? Oui, bah déjà, il faut souligner, puisque tu as parlé des 40 victoires, OKC est un contender d'après la théorie de Phil Jackson, hein. La théorie, c'est les 40 victoires avant les 20 défaites. Je vous laisse checker, j'ai retweeté ça sur Twitter, mais quelle finalité en playoff pour les équipes qui ont 40 victoires avant 20 défaites. En gros, vous avez 75% de chances de passer le premier tour, voire même 80, hein. Ça, c'est pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques, on va dire, sur la capacité d'OKC à passer un tour de playoff. Mais non, mais celui que je vais observer, ma première attente d'ici la fin de saison, on va en parler tout de suite, comme ça on va briser la glace. Chet Holmgren, tu sens que le All-Star Break lui a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas dans quelle cuve il a pu se régénérer, mais en tout cas, on est vraiment sur un retour de break excellent de la part de Chet. On en avait parlé quand on avait fait le bilan de mi-saison. C'était à peu près fin janvier ou mi-janvier. Chet était un peu moins bon. On sentait qu'il était un petit peu cuit physiquement. Il y avait moins de réussite. Il y avait un peu plus de doutes, notamment sur son tir extérieur où il semblait parfois faire un peu trop de pump fake pour aller driver et pas forcément prendre le 3 points en première attention. Bah là, depuis le retour de break, là, sur les 3 matchs qu'on a vus, il est dominant des deux côtés du terrain, j'ai envie de dire. Alors, il y a de la réussite à 3 points, ça aide. Et je le trouve beaucoup plus intéressant dans la prise d'initiative. Je trouve qu'il réfléchit beaucoup moins, il se pose beaucoup moins de questions. On voit notamment le match contre Houston où dès qu'on lui fait une passe et dès qu'il a allé un demi-espace sur son défenseur, il pull up à 3 points, ou il catch and shoot plutôt à 3 points. Donc, je le trouve intéressant dans ce domaine-là. Défensivement, il est toujours très intéressant avec son impact au compte. Et j'ajouterais à ça un petit peu de playmaking. On a vu là sur le match face à Houston où il y a des situations où Shea est ouvert sous le panier, du coup c'est Chet qui va le servir ou alors il ressort pour des tireurs. Donc c'est intéressant, je trouve que on va beaucoup parler potentiellement de seeding d'ici la fin de saison. Je pense que OKC pourrait en soi, avec un Chet Holmgren à ce niveau-là, être encore meilleur que ce qu'on a vu durant le mois de janvier où il était un peu en retrait. C'était beaucoup plus J-Dub qui avait pris ce rôle de deuxième option et de deuxième meilleur joueur. Bon, on en a beaucoup parlé avec Charlie et avec Tom de ce petit moment, pas de faiblesse de Chet, c'est un grand mot parce qu'il était toujours assez bon,
mais qu'on sentait qu'il était un petit peu éreinté. Et effectivement, malgré le fait qu'il était All-Star Game, lui, enfin, sur plusieurs trucs, il a récupéré des jambes, il a récupéré de la confiance et ça se voit, comme tu l'as dit, le match contre Houston, c'est pas son meilleur match de la saison, mais franchement, dans la domination sur le quatrième quart-temps et dans l'impact qu'il a, c'est pour moi l'une de ses meilleures perfs et d'assez loin. Donc vraiment très intéressant. Si les tirs retombent dedans, bon, on en a parlé un petit peu en off, il y a toujours des moments un peu bizarres, balle en main, où on sait pas trop ce qu'il fait, mais globalement, il y a des énormes progrès là-dessus. Si on fera le bilan à toute fin de saison, je pense qu'on sera très content de son évolution, on sera très surpris de ce qu'il a pu produire sur cet aspect-là. Et comme tu l'as dit, je trouve que ouais, même sur le dernier match face à Houston, et ben, il a été mieux utilisé ou utilisé différemment. Il y a peut-être des nouvelles choses que Daigneault a voulu ajouter avec Shea, avec ces choses-là. C'est lui qui a eu les ballons un petit peu plus en fin de match. Bon, J-Dub était moins dans sa période quatrième quart-temps exceptionnelle, donc il a pris un peu le relais. Et donc c'était assez intéressant à suivre. Et effectivement, je pense que ce soit en play-off ou sur la fin de saison, c'est un facteur prédominant, quoi. Enfin, parce que selon les match-ups, etc. Bon, ça, on prévoit déjà la suite, mais il va être très important pour la suite et pour normalement de nombreuses années. Mais déjà là, tu sens que il peut pousser des leviers qui font aller au KC plus ou moins loin, quoi. Si pour confirmer un peu ce que je veux dire. C'est un peu ce sentiment-là que j'ai. Là où J-Dub, bon, il va suppléer souvent Shea, il va permettre de limiter les minutes. Chet peut augmenter ton plafond beaucoup, beaucoup si offensivement il pèse autant que ça. Ouais, exactement. Et puis même face aux Clippers, voilà, Shea a fait un super match, mais Chet il a été très très présent, voilà, face à un Zubac, il a clairement dominé et il y a plein de match-up où il va pouvoir être clairement le meilleur 5. Et ouais, comme vous l'avez dit, c'est un facteur qui va être super super déterminant pour le Thunder. Et comme on l'a dit, on sait qu'il va avoir cet impact en défense, mais s'il peut rajouter, comme il l'a fait hier soir face aux Rockets, euh, faire ce qu'il fait en attaque, avoir plus de ballons et être très mobile, par exemple quand J-Dub il a la balle ou on le retrouve en alley-oop, ça peut clairement faire une grosse différence et on l'a vu hier. Donc ouais, c'est super intéressant et on peut déjà voir une énorme progression par rapport au début de saison. Enfin, quand je repense à son premier match face aux Bulls, où voilà, c'était le début où il était pas super. Là, c'est clairement un joueur changé et comme on l'a dit, ouais, le break a fait beaucoup de bien à Chet Holmgren. Et j'ai hâte de voir la suite de la saison. Bon, je pense pas qu'il va aller batailler pour le Roy, hein. Je pense que là, c'est Plié. cuit. Un peu compliqué. C'est cuit. On savait que ça allait être compliqué de tenir toute la saison, mais au moins, il a eu le mérite d'avoir allez, les 2 premiers mois à son avantage. Euh, mais bon, nous, au moins, on a les wins. Et donc, ouais, ça va vraiment être un facteur qui peut tout changer. Et comme tu l'as dit, Pierre, je pense un petit peu plus que J-Dub. Euh, Parce qu'il a vraiment cette facette des deux côtés du terrain où il peut être un game changer. Donc ouais, voilà. Il y avait d'autres choses constantes, toi, que tu vas regarder spécifiquement sur Chat. Est-ce que c'est d'autres utilisations ou d'autres trucs ou c'est vraiment s'il confirme là les 3 derniers matchs en gros? Ouais, bah, j'avais parlé justement du fait qu'il n'y avait plus la pump fake en dessus de jeu drive. Il le fait une fois sur la fin de match contre Houston. C'est parce que Şengün fait un close-out que Şengün n'a jamais fait. Et du coup, un pump fake, enfin une pump fake. Şengün, il part dans les tribunes au premier rang. Et ensuite, du coup, Chet crée le décalage pour servir Shea, qui met un de ses rares catch and shoot à 3 points de la saison. Donc voilà, ça, je trouve ça intéressant. Avant le break, il y avait quelques tirs à mi-distance que je trouvais parfois un petit peu forcés, qui sont pas forcément des tirs que j'ai envie de voir Chet prendre, parce qu'avec Shea et J-Dub, tu as déjà 2 joueurs qui utilisent beaucoup le mi-distance. Je préférerais que Chet soit plus dans ce rôle de menace sur pick and pop ou alors vraiment agression près du cercle. Il y a quelques séquences, bon, c'est la raquette des Wizards, mais où tu le vois jouer un petit peu de post-up, essayer de finir agressif près du cercle, c'est des trucs que je vais surveiller. Et sinon, plus globalement, sur l'aspect défensif, il y a quelques séquences, notamment face aux Clippers, où je le voyais être un peu plus au large que vraiment en protection de cercle, notamment quelques séquences en ISO sur Paul George, où il se fait battre, où il est vraiment pas loin de réussir à tenir sur ce genre de joueur. Ça va venir au fur et à mesure des années. Donc,
potentiellement voir Chet un peu plus loin du cercle, voir s'il est capable de tenir en ISO sur des gros défenseurs, quitte à ce que côté d'OKC, tu bouges un peu plus la raquette, mais que tu es un grand capable justement de prouver que sur des switches, loin de son panier, il est quand même capable de rester devant les attaquants. Ouais, bah, tu vois hier, cette passe décisive, hein, donc peut-être qu'il a un peu moins forcé, des tirs un peu aveux d'impuissance à mi-distance où j'ai pas passé mon gars et faut distribuer un peu plus la balle. Je sais pas si c'est son record en carrière, mais ça doit pas en être loin en tout cas. Mais après défensivement, bah, il y a des actions qui sont sorties d'hier, hein, des petits filtres là où il récupère après un écran, il va contrer Amen Thompson, oui Amen. Oui. Où tu vois qu'il couvre énormément de terrain et peut-être un peu plus qu'avant. Alors il y a eu 2-3 fois, on avait été très impressionnés en début de saison, où il allait presque d'un corner à l'autre couvrir les joueurs. Mais effectivement, on est peut-être de moins en moins frileux à pas faire que du drop, et cetera. On est peut-être, pas sur du switch, mais sur du edge ou sur un drop un peu plus haut. Voilà, Mmh. vraiment, on voit qu'il y a un peu plus tendance à s'écarter. Et après, j'ai bien aimé aussi dans cet aspect-là les adaptations qu'on a où, bah, pour le coup, on n'était pas forcément chaud sur Jeline au début, ou même voilà, Kenrich le fait des fois, mais on n'hésite pas à enlever Chet du poste 5, à le mettre sur des joueurs plus petits pour qu'ils soient en roamer ou pour qu'ils soient sur des joueurs plus extérieurs. Et ça, j'aime bien ces situations-là par passage, hein, selon le match-up encore une fois, mais ça en playoff, on aura peut-être besoin de le retrouver. Bah, typiquement face aux Clippers, ça pourrait arriver en fait qu'on ait ça pour défendre Zubac et pouvoir défendre un Kawhi ou un PG un peu plus durement. Ouais. Ouais, bah, face aux Rockets, il y a une séquence où, c'est Giddey qui se retrouve à défendre sur Sengun et où Ouais. c'est, Chet qui est sur Jabari Smith. Ça, c'était Ouais. intéressant, par exemple. Et du coup, c'est son record en carrière au niveau des passes, égalé avec le premier match face aux Clippers et égalé, face au match contre Boston. Donc, Mm. des petites équipes, pour faire ce record en carrière au niveau des Ouais, et puis tu vois, juste pour finir sur ces situations où c'est un plus petit qui va défendre le pivot, la Guidi ou autre, eux, ils vont avoir la consigne de passer devant, et donc t'as l'aide qui vient, chez récupérer un ballon en fin de match assez important, où le match n'est pas encore fini contre Houston sur ça. Wiggins aussi fait le taf à un moment là-dessus. Là où Chet, eh ben, il va pas passer devant, il va attendre que je reçoive la balle, il va défendre sous le cercle, donc ça te permet de défendre autrement, ouais, que d'avoir d'autres solutions peut-être. Donc à voir en playoff ce qu'on décide de faire et contre qui on joue. Mmh. Je vais me permettre d'enchaîner, Charlie, je te grille la priorité, Vas-y, vas-y. mais ça va un petit peu avec ce qu'a dit Constant pour Chet. Mais moi, le gros objectif, ou ce que je vais regarder, ou en tout cas pour l'arrivée en fin de saison, moi, c'est une question de rythme, c'est de garder ou de trouver le rythme pour certains. C'est d'arriver en playoff avec la meilleure confiance, la meilleure forme possible. Donc déjà, ça va en évitant les blessures, bien entendu. Donc ça passera peut-être à un moment par bon, du load management, on n'a plus le droit de le faire, mais Ça n'existe deux, plus, trois ça. matchs, voilà, mais 2-3 matchs un peu loupés. Voilà, on sait que bon, OKC a pu s'appuyer toute la saison sur un gros banc. On sait que les joueurs sont jeunes, il y a eu très peu de blessures, mais ça serait bête que ça tombe à ce moment-là. Le match contre Houston hier, au moment où on enregistre, au final, tu l'as parce que ton 5 majeur est plutôt bon et que tes bons joueurs jouent pas mal de minutes si vous regardez. Alors, ils sont pas négatifs sur le banc, mais vraiment, tu as été porté par ton quatuor majeur. Donc, à voir si sur la fin de saison, soit on a le seeding à jouer et on doit jouer vraiment tous les matchs à fond, soit on peut faire tourner un petit peu. Enfin voilà, il faudra vraiment se gérer un petit peu les corps, etc. Parce qu'on a vu qu'avec Chet, eh ben, on en a parlé là tout le début d'épisode, ça a eu un très bon effet de le reposer un petit peu. Faut pas en abuser. Et au contraire, je pense qu'il y en a, et on va arriver aux joueurs que moi je vais suivre sur la fin de saison. Il y a des joueurs qui ont besoin de jouer et de trouver du rythme parce qu'ils n'ont pas joué de longtemps. En parlant de Gordon Hayward, pour le citer que lui. Biombo, je l'inclus pas forcément, c'est différent, mais Gordon Hayward, on sent qu'il y a besoin de rythme, il y a besoin d'avoir des minutes. C'est un match contre Washington qui est plié assez tôt et qui peut jouer encore plus dans le quatrième quart-temps, c'est assez intéressant. Donc moi, c'est vraiment ça que je vais suivre. Bon, au-delà de tous les joueurs, que tous soient en forme et dans un bon mood niveau du tir, si je peux dire, ça va vraiment être pour Gordon Hayward de trouver du rythme. Parce que, encore une fois, je trouve que bon, là, il a pris les minutes de Micic sur le début sur ces 3 matchs-là. Il joue une douzaine de minutes à peu près. Je le trouve intéressant défensivement, plutôt solide. C'est un joueur qu'on n'avait pas un peu de cet impact-là. Plutôt bon au rebond d'ailleurs en plus. Après, offensivement, il est rouillé, quoi. Il est rouillé. Mmh. C'est plus le joueur athlétiquement que c'était avant, mais là, il est rouillé, que ce soit sur ses créations individuelles, sur les systèmes, et ben,
je pense, très altruiste de base, et du coup, il va beaucoup poser d'écran, il va faire beaucoup de passes, etc. Je me demande comment il était 15 points par match à Charlotte, parce qu'il prend presque aucun tir à OKC. C'est ça qui est bizarre. Et on a énormément de mal à le trouver. C'est ce que je vous disais en off. Je crois qu'il a pris 0 tir à 3 points ou 0 tir à 3 points ouvert là, sur les derniers matchs. Ça, c'est quelque chose qui me perturbe un peu, parce qu'OKC, c'est le truc que tu fais le mieux, où tout le monde en a. Je pense que tous les joueurs arrivent à en avoir, sauf Isaiah Joe parce qu'il est trop bien défendu dessus, mais bon, en gros, tout le monde en a. Et ouais, c'est vraiment qu'il se fonde un peu plus dans le collectif et qu'on voit ce qu'il peut donner. Parce que là, actuellement, c'est un peu dur de le juger parce qu'on sent qu'il est rouillé. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression-là. Alors, il va pas sauter partout dans 10 matchs, hein, c'est pas ça. Mais on sent qu'il est vraiment en rodage. Et alors qu'il pourrait être intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment cet objectif, moi, d'arriver dans le meilleur mood et le meilleure forme possible pour tous les joueurs au moment des playoffs. Il te reste 25 matchs pour ça. Et avec toutes les victoires emmagasinées depuis le début, t'es plutôt pas mal pour l'instant pour gérer ça. Sauf si tu veux aller chercher le first seed, mais pour l'instant, t'es plutôt bien. Ouais, c'est sûr. Moi, justement, je voulais parler d'un truc qui coïncide un petit peu ce que tu dis. Donc, du coup, sur Marc Daigneault, comment il va gérer un petit peu ses 25 derniers matchs. Donc, comme tu l'as dit, ouais, faut que tout le monde soit en bonne santé. Donc, je pense que Marc Daigneault va faire tourner. On va voir du Dieng, on va voir du Jalen Williams. Je sais pas si on verra beaucoup de Biyombo, mais je pense que ça va faire tourner. Mais j'ai quand même cette envie que quand on arrive en playoff, et je pense que ça va être le cas parce que c'est ce que fait Daigneault depuis le début de la saison, mais j'ai vraiment envie qu'on ait une vraie idée de comment on va aborder n'importe quel match-up avec les bonnes rotations possibles. Et donc voilà, pour ça, voilà, faut faire jouer du coup les nouveaux, donc Hayward, qui pour l'instant, comme tu l'as dit, a pris les minutes de Micic, qui est intéressant en défense et qui en attaque, oui, est rouillé, mais moi je vais lui laisser le temps. Enfin, faut pas oublier qu'il a pas joué depuis décembre, donc c'est normal qu'il soit rouillé pour l'instant et qu'on le voit que enfin, tout le temps mettre des écrans et recevoir la balle et faire une passe directement. Mais je pense que sur les 25 matchs, on va le voir au fur et à mesure, un petit peu plus la balle en main avec la seconde unité et créer, pourquoi pas pour lui-même et pour les autres. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. En plus, c'est un joueur qui va donner pas mal de possibilités de line-up. Voilà, on l'a déjà vu par exemple hier, euh, aligné avec Kenrich, donc Kenrich en 5 et lui en 4. Bon, ça faisait un petit peu raquette de retraité, on s'est un petit peu fait bousiller à l'intérieur, mais je trouve ça intéressant. Et on peut aussi le faire jouer en 3 si on veut jouer plus small ball. Voilà, on sait que Daigneault aime bien jouer small ball depuis le début de la saison avec Kenrich en 5. Et ben là, avec Gordon Hayward, tu vas peut-être pouvoir jouer un petit peu plus grand, toujours en fonction des match-ups. Il y a des match-ups qui vont être intéressantes d'ailleurs par rapport à ça. Est-ce que tu vas faire jouer Jalen Williams, par exemple? On a 2 matchs face aux Bucks qui vont arriver. Donc moi, je vais pas mal regarder, ouais, les rotations, comment on va finalement essayer de s'organiser pour arriver de façon la plus meilleure armée en playoff. Et voilà, pareil, on sait qu'on a une profondeur, vraiment une très bonne profondeur, avec minimum 4 joueurs, sans compter Gordon Hayward. On a minimum 4 joueurs qu'on peut faire rentrer en playoff en sortie de banc. À voir si Kayson Wallace, physiquement, ça dépend des match-ups, ça peut fitter. Même si, par exemple, face aux Clippers, il a été excellent. Mais ouais, moi, je vais vraiment regarder cet aspect de rotation, et je sais que Daigneault, de toute façon, s'adapte très bien à l'adversaire et va continuer à explorer le maximum de line-up possible, et ça va être intéressant à voir, ouais, sur les 25 derniers matchs. Après, vous avez parlé de Gordon Hayward. Moi, c'était la réserve que j'avais sur l'arrivée de Gordon Hayward, autre l'aspect physique, c'est que c'est pas un joueur de volume à 3 points, et c'est même de moins en moins un joueur de volume à 3 points. À Charlotte, il jouait 32 minutes et il tentait 2-3 points par match, globalement. Donc, c'était famélique. C'est plus un joueur de mi-distance. On le voit sur les quelques matchs qu'il fait au OKC. Il y a pas mal de side-step à mi-distance. C'est un joueur de mi-distance. Donc, on va voir. Ça fait que 3 matchs. Il faut pas non plus je lui jeter la pierre et dire que c'est raté, mais il faut voir l'intégration, il faut lui donner un peu de temps. Physiquement, je suis d'accord avec toi qu'il est très rouillé. Déjà que de base, c'est pas un athlète. Si en plus tu lui donnes 2 mois et demi de compétition, enfin sans compétition, c'est sûr qu'il va lui falloir un peu de temps pour se remettre d'aplomb. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Il y a toujours quelques belles séquences à la passe, il y a toujours quelques belles séquences défensives. C'est juste lui, dans son scoring et dans son apport individuel, où il peut faire mieux.
Après, sur le reste, sur ce que tu as dit, Charlie, sur la rotation, moi, c'était un des points que je voulais surveiller, c'était avoir une espèce de rotation fixe avant d'arriver en playoff. On sait que ça dépendra beaucoup de la match-up pour certains joueurs, notamment Jane Williams, mais sur la seconde unit, revoir souvent les mêmes individus, pas trop changer. Je suis pas sûr, par exemple, qu'on verra beaucoup de Wiggins, hormis d'ici les 2 dernières semaines d'avril. Je pense qu'il y a c'est encore trop tôt dans la saison pour commencer vraiment à reposer des joueurs, à remettre du Dieng dans la rotation, par exemple. Je pense que ce sera plus vers fin mars, début avril, quand la majorité du seeding se sera joué. Pour l'instant, tu as une bonne marche, tu as 6 défaites d'avance sur le 5e, mais tu peux encore finir premier. Tu as les Clippers et les Nuggets qui sont à 2 défaites. Donc, entre premier et 4e, ça peut changer pas mal de choses sur ton parcours en playoff. Donc, je pense pas qu'on verra encore ça. Mais au niveau des rotations, on voit que voilà, tu as pas mal de Cason Wallace, Isaiah Joe, Jalen Williams avec Shea pour finir le premier quart-temps. La seconde unité, tu as du Dieng, tu as du J-Dub, Kayson, Gordon Hayward un petit peu. Il remet un petit peu de Giddey aussi avec la seconde unité. Donc, avoir des rotations un peu plus fixes, même si on connaît Mark Daigneault, on sait toujours que ce sera en fonction de l'adversaire et que ce sera en fonction de la qualité, mais en tout cas, on a déjà une certaine assurance au niveau des minutes de Shea, au niveau des minutes de J-Dub aussi pour gérer la seconde unité, mais au niveau des role players, voir qui tourne avec ces joueurs-là, peut-être un peu plus de régularité. Je suis pas sûr que tu l'as, ça. Honnêtement, connaissant le coach Possible. et tout. Clairement. Quand tu vois Possible. qu'Angeline est le premier à rentrer contre Houston, c'est Cason Wallace qui a peu joué, je sais plus qui est rentré assez tard au premier quart-temps. Bon, il joue toujours, hein, mais Wiggins aussi, ouais. Donc, je pense que tu as des trucs qui sont fixes. Pour l'instant, les minutes d'Hayward sont assez fixes. Comme tu l'as dit, Josh Giddey, ça ne l'est pas du tout. Ça va dépendre de ses performances. Des fois, il est avec le banc, des fois, il revient pas du tout. Des fois, bon, voilà, ça dépend beaucoup de ce qu'il produit. Ouais, mais je suis d'accord avec toi que, bon, on l'aura pas, mais d'avoir une idée vraiment sur qui va jouer ou pas à l'approche d'une campagne de playoff, ça peut être intéressant. Après, je pense que on a quand même pas mal de certitudes sur le niveau des joueurs maintenant. La majorité n'ont pas été blessés. Tu joues avec ce groupe-là depuis le début de saison. T'as pas eu de gros trade, bon, à part pour Gordon Hayward. Je trouve que là, tes 9, non, peut-être 8, je sais pas combien ça fait, mais t'as un 8 11, qui est ouais. assez fixe, en fait. Bah, 11, voilà, mais t'as un 8-9 qui est assez fixe et qui joue ensemble depuis le début. Ça va vraiment dépendre après du situationnel et que, au final, j'apprécie plutôt, hein, moi, cet aspect-là, de pas voir Jalen contre les Clippers, par exemple, parce que ben, ça joue petit et qu'il pourra pas défendre sur un Paul George ou sur un Kawhi, sur un switch ou autre, bah, ça me choque pas, alors que pour le coup, qui rentre direct sur Şengün, bah, ça me paraît plutôt cohérent. Donc non, moi je suis plutôt OK avec ça. Et d'ailleurs, pour rejoindre un peu tout ce que vous avez dit, moi j'avais noté un point, dernier test et dernières adaptations. On sait ce qu'on va avoir en playoff. Il y aura des traps sur Shea, il y aura du Josh Giddey défendu à 5 mètres d'écart parce qu'il peut pas mettre un tir. Il y aura de la zone, il y aura plein de choses comme ça. Et même si on progresse sur tous ces points-là, il y a des petites adaptations qui viennent de plus en plus, notamment sur les traps pour citer que ça, ou Josh Giddey qui fait un peu plus de pick and roll là, après le break, que ce soit balle en main ou pas balle en main, ou c'est lui qui pose l'écran d'ailleurs. Tu vois, j'ai envie qu'on pousse encore dans ces adaptations-là et qu'on arrive vraiment avec des solutions. Qu'on arrive avec des trucs fixes. Alors, ok, ils font de la zone, bah, nous on joue comme ça la zone. Guidi, vous le défendre comme ça, bah, du coup on l'utilise comme ça, ou alors on le joue pas. Enfin voilà, je sais pas ce que c'est la solution, mais voilà, qu'on confirme un petit peu toutes les mini-idées qu'on a eues pour l'instant. Je suis assez dur quand je dis mini-idées, mais voilà, qu'on confirme ça, qu'on mette ça dans le marbre un petit peu et qu'on dise, bah, c'est comme ça qu'on fait, ça marche, on le sait et on utilise ça. Comme on fait actuellement. Quand c'est de l'indiv normal, en face, quand t'es à droit ou quand t'es pas à droit, on s'adapte assez rapidement. Moi, j'aimerais bien voir ces choses-là sur des défenses un peu plus atypiques, adverses, qui en playoff pourront être utilisées pour faire chier le Thunder concrètement et limiter un petit peu si tu. Bah, pour le coup, en vrai, si tu commences de prendre la foudre contre OKC, c'est un mauvais jeu de mots, mais ça devient très dur à arrêter en fait. Alors on verra en playoff si c'est encore ça. Mais quand ça commence de défendre fort, gagner des ballons, de courir, etc., ça devient très dur à arrêter. Alors, il y aura forcément des adaptations un peu, des fois, loufoques, j'ai envie de dire, des coachs adverses. Il y en a de plus en plus, la zone notamment. Donc voilà, c'est vraiment de tester des dernières choses là-dessus, explorer un petit peu les options et arriver complètement prêt en playoff. Moi, honnêtement, tous les objectifs que j'ai les 25 derniers matchs, je suis arrivé prêt en playoff parce que maintenant, il n'y a pas de doute, ça sera en playoff.
On parlera peut-être plus avantage terrain, même avantage du terrain même, mais là maintenant on peut pas dire qu'on sera pas en playoff, ça me paraît assez inconcevable. J'en ai un qui est pas playoff, mais on y viendra après. Mais non, mais c'est ça tombe bien. Tu veux Ah que bah tu si, je parles de sais, tu vas zone ou... parler. Oui, tu vas parler de. Oui, je sais, tu vas parler du Attention. seul et Utah, je pense. Non, non, c'était Ah, même même pas ça pas? en Ah plus. bah. Non, c'était même pas ça. Parce que c'est pas lié à OKC vraiment en soi. Enfin, c'est à surveiller, mais c'est pas lié à OKC. Non, mais tu vas voir. Mais ça coule de sens. Mais en parlant de zone, on joue Miami bientôt, donc on va être Ouais. testé. Mais justement, il y avait, puisque tu parlais de ça, il y avait une vidéo de Ben Taylor, donc Sitting Basketball, qu'il a fait il y a de ça une dizaine de jours sur Shea en ISO. Où justement, il me semble, c'est lié aussi avec ce que disait Guillaume du Basket Lab, dans je ne sais plus quel épisode, parce qu'il y en a pas mal, où il parlait du fait que pour contrer les équipes qui utilisent, par exemple, qui font du roamer sur Guidi, la solution, c'est d'avoir Guidi en poseur d'écran pour attirer le joueur en roamer et du coup pour forcer un switch. Ce qu'OKC commence à faire, notamment, il y a alors je sais plus si c'est si c'est chez le porteur de balle ou si c'est J-Dub, il y a une séquence de pick and roll avec Guidi qui va finir au cercle contre Houston. Moi, je crois que c'est son seul panier du match. Là, tu dis là, oui, c'est intéressant. Là, c'est une bonne utilisation de Josh Giddey. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Donc, partir dans ce domaine-là, au niveau de la zone, ça dépendra. Peut-être qu'un joueur comme Gordon Hayward pourra débloquer ces situations-là avec un petit peu de playmaking. Mais voilà, je trouve ça intéressant quand même sur certaines situations que effectivement tu commences à faire autre chose que juste laisser Guidi planté dans le corner à 3 mètres d'écart avec son adversaire et qui fait pas grand chose, que tu lui demandes de pas faire grand chose, plus l'utiliser en torposeur d'écran. Et forcément, même si c'est Josh Giddey et même si les défenses le respectent pas forcément, à partir du moment où il va apporter du mouvement, les défenses vont quand même réagir beaucoup plus que s'il reste statique dans le corner. Donc ça va forcer quelque chose, même si c'est pas le meilleur poseur d'écran de la planète, ça va forcer quand même quelque chose. Et au pire, ça forcera un switch si jamais le roamer vient pas, ou ça créera une séparation qui permettra à Shea de finir. Et après, au niveau du reste qu'on a vu tactiquement, il y a quelques situations, notamment le match contre Orlando, où tu as des situations. Alors, il y a toujours des situations de guard en tant que poseur d'écran, mais là, c'était J-Dub qui portait la balle avec Shea qui venait poser un écran. Ça, c'était intéressant. C'est des situations qu'on peut voir de plus en plus. Donc, je trouve que au niveau de l'attaque, il y a quand même pas mal d'adaptations du côté de Mark Daigneault, où il y a beaucoup plus de situations où les autres joueurs sont impliqués pour répondre justement à ce que les défenses peuvent faire. Et même quand c'est de l'individuel, je trouve que tu as des flare screens avec Guidi une fois de temps en temps, tu as des flare screens avec Chet aussi. Je trouve que ça Mais Hayward commence en fait à... beaucoup, du coup, ouais. Hayward en fait beaucoup, des flares. Hayward, Comme il ça sait va pas être trop quoi intéressant. faire d'autre, je pense, pour l'instant, Ouais. il fait plaisir. Donc voilà, je trouve que ça commence de pas mal se varier dans le jeu offensif et dans le jeu collectif. Donc c'est intéressant. Vous regardez ce que proposait le Thunder en attaque sur les 20 premiers matchs et ce que propose le Thunder en attaque sur les 20 derniers. Alors après, il y a toujours des points qui peuvent fluctuer en fonction des matchs, notamment l'adresse extérieure. Mais je trouve que ça ose un peu plus, ça varie un peu plus dans le jeu offensif. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pour revenir sur la défense en zone, c'était avant le All-Star Break, je me rappelle plus quel match. Et il y avait vraiment une progression, notamment par Daniel, pour aligner le meilleur line-up avec J-Dub un petit peu en création et beaucoup plus de mouvement avec Chet Holmgren qui vient poste haut avec, je sais plus, je crois que c'était Wiggins et Kenrich qui coupaient au cercle ou qui ressortaient. Bon, avant, il y avait aussi Mistic. Bon, Gordon Hayward peut en vrai prendre sa place pour apporter pareil de la création. Mais ouais, c'était beaucoup plus intéressant. Et tu avais beaucoup moins ce truc où juste on savait juste pas attaquer la zone, on avait zéro solution. Et comme tu as dit, ça va aussi dépendre de l'adresse, hein. On est la meilleure équipe à 3 points de la ligue. À voir si ça va continuer. Bon, on a quand même C'est une pas bonne. parti pour baisser pour l'instant, là. Ouais, Depuis les c'est derniers On a, matchs. on a c'est pas passé parti devant les pour baisser, Clippers, là, ça y est. on a Ouais. une bonne, ouais, on est premier, on a une bonne régularité. Et puis, enfin voilà, tu sens que c'est pas des coups de chaud. On a beaucoup de joueurs qui peuvent planter à 3 points à un moment ou à un autre. Donc, ça, c'est d'ailleurs super intéressant. On n'a pas genre juste 2 ou 3 joueurs sur lesquels on va compter pour scorer à 3 points. Voilà, c'est au Thunder, tu as un peu tout le monde qui peut faire n'importe quoi. Ce qui fait que tu as un bon pourcentage et une bonne régularité à 3 points. Et ça va être très important pour la suite, notamment en playoff.
Et juste pour finir, on a parlé pas mal de défense de zone des adversaires, mais OKC en fait un petit peu et depuis toujours et je trouve que même globalement, il y a de plus en plus d'adaptations défensives, il y en a aussi. Si je prends l'exemple des Clippers, où on essayait de trapper très rapidement Kawhi et PG dès qu'ils mettaient en gros un dribble ou un pied, dans les 3 points, on était tout de suite dans la trappe pour éviter de prendre des fadeaways et cetera et Mm. ça a plutôt bien marché à part sur Norman Powell dans le corner à l'opposé. Alors mais ça, c'est Y n'importe quelle mais équipe qui joue les Clippers, hein. ça de toute Ouais. façon, c'est Norman obligé. Powell, c'est un cheat code, c'est incroyable. Incroyable. Et après, tu vois, il y a eu des trappes aussi. Plusieurs fois, on a pris très haut les porteurs de balles, pour après qu'ils rentrent dans les aides, mais quitte à délaisser d'autres joueurs, on fait plus de trappes qu'avant aussi. Bon, des fois, on le fait un peu que en situation d'urgence, où on a besoin de récupérer des ballons, et cetera. Mais je Mm. trouve que ça, on pourrait le faire de plus en plus souvent avec les profils de joueurs qu'on a défensivement, l'intensité, la longueur, et cetera. Mais il y a plusieurs choses aussi défensivement qui sont assez intéressantes, là-dessus. Bon, après, il y a toujours les un peu mêmes faiblesses et encore que, mais je trouve que tu t'adaptes, tu proposes d'autres choses, pas complètement différentes, qui vont avec tes qualités, l'agressivité, et cetera. Mais il y a 2-3 petites choses qui sont susceptibles de changer ou qu'on pourra peut-être voir en play-off un peu plus selon le match-up, encore une fois, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais après, pour revenir sur le genre, par exemple, hier contre les Rockets, il y a un moment où t'as Van Vliet à la main et Wallace qui défend sur lui, et t'as Shea qui fait une espèce de trappe, mais à moitié. Donc, finalement, Van Vliet, il décale directement sur le côté, ça ouvre un tir. Enfin, voilà, je pense qu'il faut quand même encore retravailler dessus, parce que si tu vas trapper, fais-le vraiment, quoi. Tout simplement. Ouais, mais tu vois, même, ouais, il y a eu plusieurs de choses qui m'ont. Il y a eu des choses comme ça, mais tu vois, il y a aussi un moment où Wiggins défend sur Vlahovic justement, et Chet ne vient même pas aider. Il dit, bah, tu te débrouilles, tu défends ton Mhm. 1 contre 1. Il l'a fait très bien d'ailleurs, il gagne pas la balle, mais il empêche même de faire la passe, je crois, sur le drive. Et Chet se dit, bon, il se démerde très bien, je vais même pas aider. Ce qu'il y a au OKC est assez exceptionnel quand même, Mm. de pas venir aider. Et tu vois, ça, j'ai dit, ah, ben, on commence de connaître les joueurs et de comprendre que des fois, ben, t'as pas besoin de te jeter dans tous les sens, parce que ben, Ron Wiggins, physiquement, il peut largement tenir Van Vliet, tu vois. Et juste cette action-là m'a marqué un petit peu. Je dis, bon, bah, ça, c'est rare qu'on voit un truc comme ça. À part quand c'est Lou Dort, mais c'est souvent loin du cercle, ou voilà, c'est assez rare qu'on voit un truc comme ça. Mm. D'accord. Charlélie, toi, qu'est-ce que d'autres choses que tu vas regarder un peu sur cette fin de saison? On a pas mal parlé là des adaptations, rotations, etc. Est-ce que tu avais d'autres choses? Moi, je vais quand même regarder Jalen Williams. Voilà, on a parlé, on a fait un gros point sur Chet Holmgren au début du podcast. Mais voilà, Jalen Williams qui nous a sorti un énorme mois de janvier et qui continue à être assez régulier là sur le mois de février. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que Chet aurait plus d'impact que lui, mais J-Dub, notamment en playoff, quand Shea va être trappé, on sait que ça va arriver. J-Dub va être un point très important pour voir ce qu'il peut faire à côté de lui. Et notamment, du coup, lorsque Shea sera sur le banc, chose qui fait très bien, du coup, depuis plusieurs mois. Et point auquel on avait très très peur en début de saison et qui était un gros point à améliorer, qui aujourd'hui n'est plus un problème. Donc à voir si par la suite il va continuer ça, et surtout en playoff, s'il va continuer à être aussi performant. Ça va être un vrai step pour lui s'il va continuer à pouvoir créer pour lui, à pouvoir créer pour les autres, ce qu'il fait très bien. J'attends de lui qu'il soit plus actif au rebond. Voilà, parce qu'il joue quand même au poste 4 titulaire. On connaît nos faiblesses au rebond depuis le début de saison, et je pense que Jalen Williams a un gros rôle à jouer là-dedans. Et je l'attends beaucoup plus au rebond. Bon, je sais pas s'il va vraiment se bouger, euh, mais j'aimerais bien qu'il progresse là-dedans. Et ouais, tout simplement, je pense qu'il peut quand même te faire basculer un match et même une série grâce à son apport offensif, parce que si J-Dub à côté de Shea est intenable, ben, si tu choisis un petit peu ton poison, quoi. C'est à toi de voir si t'envoies l'armada sur Shea ou pas. Donc ouais, ça va être un point très important, notamment en playoff, et donc j'ai hâte de voir ça.
Oui, bon, après, pour moi, c'est le plafond d'OKC, J-Dub. C'est vraiment, Chet, c'est plus le plancher de par son apport défensif que si on voit les matchs où, même les matchs où Shea est pas vraiment dedans, quand tu as un J-Dub qui est à 30 points, OKC est toujours dans les matchs, globalement. Le match face aux Clippers au mois de janvier où Shea est pas bon et en fait OKC a deux doigts de prendre le match parce que J-Dub est excellent. Le match, il me semble que même le match d'avant face aux Lakers, J-Dub est encore très bon alors que Shea est pas dedans. Donc, je pense que pour moi, c'est plus le plafond. Après, de toute façon, les résultats en post-season du Thunder sera conditionné par le niveau de jeu de ces trois joueurs-là, hein. Il faut être honnête, c'est les trois joueurs. Si les trois joueurs jouent à un niveau d'excellence, ça va être difficile de sortir OKC sur une série en 7. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et c'est logique. Si tu en as un des deux qui passe à côté, bah déjà, enfin, si tu en as un des deux entre Chet et J-Dub, si tu en as un des deux qui passe à côté, bah c'est sûr que Chet, de par son apport défensif, tu as plus envie que ce soit lui qui passe à côté offensivement que J-Dub, par exemple. Après, c'est difficile de lui en demander plus que ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire qu'il est en confiance totale, que ce soit sur ses pull-ups, que ce soit sur sa prise de responsabilité. L'an dernier, avec Pierre, on disait oui, il y a quelques situations où il se cache un peu quand ça devient un petit peu difficile. Là, il se cache pas du tout, c'est même lui qui prend la grande majeure partie des tirs dans le quatrième quart-temps dès que ça devient un petit peu serré. Donc voilà, je trouve qu'il y a une énorme prise de responsabilité. Je trouve que son playmaking, c'est certainement lui qui a la meilleure relation de pick and roll et de lob threat avec Chet, assez largement, même devant Shea, hein. Aussi parce que les deux jouent beaucoup plus ensemble, c'est-à-dire que début de deuxième et début de quatrième quart-temps, c'est souvent Chet et J-Dub ensemble, là où fin de premier quart-temps, tu as plus du J-Lin avec Shea que autre chose. Donc voilà, c'est difficile de lui en demander plus. Au rebond, tu auras toujours un déficit de taille qui est inhérent à J-Dub, hein. Même si il joue poste 4, il sera très souvent plus petit en fait que son vis-à-vis, donc ça va être difficile de lui en demander plus dans ce domaine-là. Mais je trouve ça intéressant, il montre quand même de belles choses. Après, voilà, il ne faut pas non plus lui en demander beaucoup plus que ce qu'il fait. C'est déjà très très fort ce qu'il est en train de nous proposer. Il y a des situations ou des matchs où c'est le meilleur joueur du Thunder, avec un joueur, meilleur joueur du Thunder, alors qu'il y a chez Gilgeous-Alexander à côté. Il ne faut pas sous-estimer la performance. Ouais, je trouve qu'il a, en fait, il a le potentiel pour être vite indéfendable, J-Dub. Bon, on va enlever le match contre Houston où mais même celui-là, en fait, où il a loupé des tirs sous le cercle et même ses mi-distances rentraient pas forcément. Au final, il se retrouve à mettre dedans de loin parce que c'est un des meilleurs joueurs de la ligue à 3 points simplement cette saison. Tu sais que c'est dedans presque à chaque fois. Il y a un moment, il met un off-ball, il met un énorme backdoor à Ben Thompson et pour finir au dunk. Enfin, en fait, il a tellement de palettes offensives et c'est tellement large ce qu'il peut faire. Tu peux potentiellement c'est impossible à défendre. C'est pas comme Shea où son drive est indéfendable, tu sais qu'il va y aller, tu pourras rien faire contre. J-Dub, c'est plus, il a plein d'armes, il peut choisir comment il va un peu te tuer potentiellement. Alors après, il faut que encore une fois, il veuille les utiliser, qu'il les utilise correctement et tout. Et ça, on l'avait dit avec Constant les autres années. Tu l'as bien rappelé. Et là, c'est de mieux en mieux. Dans le quatrième quart-temps, en fait, au début, il dit je vais que main gauche prendre mon distance. Si vous défendez pas, je finis au cercle. Sinon, je prends mes distances. Là, vous défendez un peu plus. Je vais pull up à 3 points. Voilà, enfin, ça devient vite indéfendable. Et je trouve qu'il le fait de mieux en mieux. Ça, alterner un petit peu entre côté off-ball, aller au drive, aller sanctionner à mi-distance, prendre le pull-up à 3 points, etc. Il arrive encore à avoir des spot-up, lui, contrairement à Shea, qui en a pas beaucoup. Donc ça, c'est très bien. Et puis, de plus en plus, il a des moments où je sais plus contre qui c'est, mais on est loin derrière. Je pense que c'est contre Houston. Et on est loin derrière, il va jouer tous les ballons. Il a joué tous les ballons, il a pris tous les tirs, je crois, c'est en fin de deuxième ou en deuxième quart-temps. À un moment, on est un peu derrière, il dit, je vais essayer de remonter tout seul, quoi. Et il a pris tous les tirs, alors avec plus ou moins d'efficacité. Mais globalement, sur son attitude, c'était un des points à surveiller. Ça a beaucoup évolué, je trouve. Donc ça, c'est très positif. Et maintenant, de toute façon... même pour Shea, mais pour Chet et J-Dub, le juge, ça va être les playoffs maintenant. Est-ce que tu es capable de réaliser ça en playoffs quand ça va défendre plus dur, quand ça va s'adapter vis-à-vis de ce que tu fais, quand on va te mettre sur le paletot des meilleurs défenseurs? Parce que les lobes Chet, J-Dub, souvent c'est contre des bancs, souvent tu es à beaucoup de mouvements, c'est moins statique, c'est toujours la même chose vers la gauche. Enfin voilà, ça en playoff, tu l'as un peu moins. Ça va être un peu plus dur de marquer, etc. Donc, encore une fois, le juge, ça sera dans 1 mois et demi maintenant. Je sais plus quand ça commence exactement, mais ça doit être ça. Il faudra voir ce que ça donne. 2 mois, 1 mois et demi. Mais la petite réserve, moi, que j'aurais sur J-Dub, c'est que ça, c'est une réserve que tu peux appliquer à tous les joueurs du Thunder, hormis Shea.
avec ses qualités athlétiques, il faudrait un peu plus de lancer quand même. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, Ouais, c'est sûr. son domaine de progression, là où il peut vraiment progresser pour prendre encore plus de volume au scoring, bah, ça va pas être le mi-distance ou le 3 points parce que le mec est déjà en réussite partout. C'est l'un des meilleurs joueurs en pull-up de la ligue. Si c'était le meilleur joueur en pull-up de la ligue, pour moi, il faut qu'il aille plus au lancer. Et du coup, ça implique qu'il faut qu'il aille un peu plus au cercle. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de mi-distance. Il y a beaucoup de ses tirs près du cercle qui sont suite à des situations plutôt off-ball que on-ball. Et du coup, je Mmh. me dis, certaines situations, tu vois, il est en free throw rate, donc le ratio tir tenté par lancer franc, il est en dessous de la moyenne NBA. Pour un joueur comme J-Dub, avec des qualités athlétiques comme J-Dub, c'est pas possible. Quand c'est Ouais. Josh Giddey, je veux bien, parce qu'il est limité physiquement. Quand c'est J-Dub, pour moi, c'est le domaine sur lequel il peut progresser. Après, c'est difficile de dire à un joueur très efficace sur ses mi-distances, de dire est-ce que tu pourrais prendre un peu plus de tirs près du cercle. Ça, c'est embêtant. Mais tu vois, l'an dernier, il prenait 48% de ses tirs au cercle, là où cette année, il en prend que 36. Et cette variance-là, elle n'est pas sur le 3 points. Enfin, les 12 points de pourcentage d'écart, c'est pas sur le 3 points, c'est sur le mi-distance. Donc, je vais surveiller. Pour moi, c'est là où il peut Mmh. franchir un cap supplémentaire pour être vraiment niveau un joueur à plus de 20 points tous les soirs, c'est plus de lancer. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je vais dire que ça m'atteint moins parce que tu vois, l'année dernière, on lui reprochait du coup, même si sa période post All-Star Break était bien meilleure, on lui reprochait d'être maladroit à 3 points, de ne pas prendre assez de mi-distance et de ne pas être adroit sur ses mi-distances. Là, cette année, enfin, j'en parlais du coup dans l'article Jalen Williams que je vous invite à aller lire. Cette année, c'est vraiment un scoreur efficace à 3 niveaux. Donc, qu'il aille un petit peu moins au cercle, ça me dérange moins. Donc, du coup, ça implique d'avoir moins de lancers, mais ça me dérange moins parce que du coup, il va être efficace à 3 niveaux et tu vas juste pas savoir comment le défendre. Comme tu l'as dit, Pierre, le mec, il va juste être inarrêtable et indéfendable. Donc, je vais dire que ouais, ça me dérange moins parce que, bah, comme tu as dit, on va pas lui en vouloir de prendre des tirs à 3 points et des tirs à mi-distance quand le mec est juste l'un des joueurs les plus adroits et les plus efficaces à ce niveau-là, quoi. C'est pas dérangeant, mais je pense que c'est ce qui peut te faire passer, comme a dit Constant, de 19 points à 22-3 et 3, de ouais. Border All-Star à Ouais, All-Star, ouais, en ouais. fait. Mm. Et Oui, c'est les grosses coureurs en NBA tirent des lancers. Ouais. C'est qu'il y a pas de ouais, c'est free sûr. throw merchant machin, c'est que les grosses coureurs tirent des lancers parce que c'est une chose où tu as de moins en moins de variance en fait de par leur Mm. adresse, de par que c'est un tir arrêté. Là, un joueur comme Shea a normalement des coups de sifflet assez réguliers. Enfin voilà, il y a pas énormément de variance là-dessus. Et je suis d'accord avec toi, Constant, que c'est quelque chose où il devrait aller plus. Alors, effectivement, pour le coup, je suis d'accord avec toi, Charlie, que ça va aussi avec le fait que si le cercle est défendu, je m'arrête, je tire à mi-distance et je marque. Ça, je comprends totalement. Mais il y a des situations où des fois, il est mal sifflé ou autre, mais il est dans l'évitement, où il saute vachement, il reste en l'air 20 ans à peu près, et il finit, bon, il a dû toucher, donc ça marche, mais c'est des situations où il doit mettre N1, où il doit peut-être avoir que seulement 2 lancers, mais ça viendra peut-être avec le temps, ou peut-être en playoff, on espère. Mm. Mais je suis d'accord avec toi, Constant, que c'est peut-être le petit point qui peut se faire basculer dans le statut de. Alors, star, c'est un grand mot qui veut tout dire et rien dire, mais vraiment dans le statut au-dessus. D'un joueur un All-Star, peu. quoi. Ouais, d'un joueur très fort, un peu hipster, machin, à vraiment un joueur que tu vois régulièrement, quoi. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, la finalité, c'est soit plus de lancers, soit, enfin, ce qui est le X factor, c'est soit plus de lancers, soit un plus gros volume à 3 points. Mais dans les deux cas, Mm. ça vient avec une Mm. réduction du mid-range. C'est dur hein, de dire à J-Dub de réduire le mid-range, mais voilà, on en parlera peut-être quand on fera des previews de playoffs. Et moi, c'est ma légère crainte, c'est qu'avec Shea, J-Dub et Chet, tu as beaucoup de joueurs qui aiment le mid-range. Et j'aimerais bien que sur les trois, il y en ait un, donc probablement Chet, qui devienne un joueur à gros volume à 3 points. C'est que là, tu as des joueurs à petit volume. Allez, Chet est quand même un plus gros volume que J-Dub, mais J-Dub, en gros, c'est 28% de ses tirs, c'est des tirs à 3 points. Quand tu vois l'efficacité qu'il a, alors, il ne sera pas à 45% si tu lui demandes d'en prendre 6 ou 7, mais je pense que défensivement, ça peut débloquer encore plus de trucs pour lui ensuite. Et de l'autre côté, pour le Thunder, si il devenait à être encore plus gros au niveau de son volume à 3 points. Et tu vois, on dit Shea, mais en fait, J2 en prend presque autant que Shea. Ils sont à Ouais, 3-3 et 3-4 en moyenne. Donc, Elle a bien et Shea, augmenté là-dessus.
Ouais, Shea en prend de plus en plus. Il est plutôt adroit là depuis Très le break. adroit. Il est à C'est- il- 50% depuis la nouvelle année. Ouais, Il, Attends. il est quoi? Ouais, Il est ouais, il est ça fait très 15 très. matchs, il est genre il est Et 54% tu vois, je m'en rendais depuis. pas compte, mais là que vous me le dites, c'est de Ah, si, si, regarder et d'y si. repenser. Et d'ailleurs, All-Star Game, il était très adroit aussi. D'ailleurs, Ah, il a c'est... bombardé Ouais, bon, bon. en même temps, Oui. Bon, en Bon, même temps, bon, après, voilà. Non, mais je me suis dit, bon, si ça l'inspire encore plus sur la suite, ça peut être intéressant. Mais ouais, il y aura besoin de volume à 3 points. Et pour l'instant, c'est Lou Dort qui t'apporte ça dans le 5, avec une bonne efficacité, encore une fois. T'as Isaiah Joe, un petit peu en sortie de banc, mais qui en a de moins en moins parce qu'il est trop bien défendu. voilà. Et après, les autres, ils en prennent 2-3, ouais, mais ça s'arrête à 3, quoi. mm. C'est pas Mm. une grande quantité. Après, Wallace, pour le minute qu'il a, c'est pas mal, 3. Ouais. Mais ouais, Ouais, je suis voilà. d'accord avec vous. Shea est à 45% sur ses 3 points depuis le 1er janvier. C'est pas Honnête. mal. C'est Ça honnête. devient vite indéfendable. Il se rapproche du 50-40, 90. Hein. Non, Ouais. parce qu'au lancer, il est moins bon cette année, il est que à 88%. D'ailleurs, c'était un petit point qui Ouais. est un peu embêtant ces derniers temps, c'est que OKC était l'une des meilleures équipes en pourcentage au lancer, et d'un coup, ça s'est mis à baisser. Chet, il fait plus jamais 2 sur 2. Et j'ai On est toujours regardé premier, d'ailleurs, quand même. et voilà, et j'ai regardé d'ailleurs parce que bah, justement sur les lives, ça en parlait et tout, et ça a pas tant baissé que ça Ah ouais? depuis un mois. On Non, est toujours premier hein, de la ligue. en termes Bizarre. de, ça a pas tant. C'est qu'il y a des matchs où je pense on n'est pas habitué et on fait un 65%, 70%, mais Ouais. sur la globalité, ça a pas tant baissé que ça. Ah, Donc pour Chet, ça a baissé, par contre, sûr. C'est oui, sûr, hein. ça Et a après il y a ouais. peut-être des individualités qui nous marquent plus, mais Chez sur le Chet, ça a globe. baissé. Donc, à partir du moment où Chet a baissé, je me dis, tiens, on est moins à droit au lancer. Ouais, mais tu vois, je pense que sur la globalité, je pense pas que ça a tant baissé que ça. Je regarde, tu vois, Après, par mois. Shea reste à Depuis, 88%, ce qui est. depuis le 1er janvier, t'es 8e. Ah, voilà. Bon, t'es Ouais, mais toujours tu top vois, 10. en février, t'es à 82%, ce qui est ton comme octobre, voilà. Et t'avais un peu baissé en janvier, ça j'entends, mais pas non plus cataclysmique, quoi. Mais c'est vrai Non, que non, mais c'est à c'était. surveiller, oui. Ouais, parce que je sais plus lequel, c'est le match à Utah, il me semble, où KC tire pas très Hmm. bien au lancer. Et du coup, ça de pas très bien tirer au lancer sur un match serré. Ouais, Voilà, 12 sur 18. Là, pour le coup, c'était pas bon. c'est Et du pas coup, fou. dans un match qui Ouais. était serré comme Utah, ça peut potentiellement te coûter une victoire de pas tirer très bien au lancer. Ouais. Mais après, voilà, moi, un autre point que j'avais surveillé, ça, c'est un point, on en parlera énormément quand on fera les previews de playoffs, c'est le jeu de la possession. Que Tom en parle souvent, c'est-à-dire que le jeu de la possession, bon, on sait qu'OKC n'est pas une bonne équipe au rebond. Donc, du coup, ça donne des possessions supplémentaires à l'adversaire. Par contre, OKC est la meilleure équipe de la ligue pour provoquer des pertes de balles adverses, tout en étant 3e en perte de balles, sur ses propres pertes de balles. Donc, OKC est une équipe qui provoque beaucoup de ballons perdus et qui en perd peu de son côté. C'est justement pour ça que tu peux résister au fait de laisser beaucoup de rebonds offensifs à l'adversaire. Ça, plus le fait qu'OKC est 22e au free throw rate adverse, donc ratio tir tenté, lancer franc. OKC est une équipe qui concède énormément de lancers francs. En même temps, c'est lié à l'agressivité pour provoquer des pertes de balles. C'est un truc que je vais surveiller, c'est que cette défense d'OKC, elle est bonne. Mais on l'a vu notamment le match contre Houston, elle est jamais aussi bonne que quand elle force des pertes de balles adverses. Quand tu n'as pas, quand l'adversaire ne tente pas un tir, tu vois, c'est pas la défense des Wolves, par exemple, qui va forcer un mauvais tir. Si c'est plus une équipe qui va forcer une perte de balle qu'un mauvais tir. Donc, je vais surveiller cet aspect du jeu-là. Il y a quelques matchs où OKC a perdu des ballons récemment, notamment le match contre Orlando juste avant le break. En même temps, Orlando est la deuxième équipe qui provoque le plus de pertes de balles de la ligue après OKC, donc ça faisait sens. Mais je vais surveiller un petit peu cet aspect du jeu-là, notamment contre des très grosses équipes. Est-ce que tu es toujours capable de conserver ce rythme, de provoquer des pertes de balles ou alors faire des contres, hein, parce que OKC est très bon là au contre depuis la reprise de break. Donc en soi, c'est pas une perte de balles, mais c'est une possession, on va dire, qui se termine sur un tir manqué, mais plus sans réelle possibilité de rebond, on va dire, pour l'adversaire. Donc c'est plus ce domaine-là où je me dis que si le Thunder veut être viable en playoff, il faut continuer à remporter cette bataille du jeu de la possession au niveau des pertes de balles. On est la meilleure équipe au contre de la NBA, d'ailleurs. Bon, bah, voilà. En chiffres, en chiffres purs. Ah ouais, on était des pires donc, l'an dernier, putain. donc on est la meilleure, on est à 6 Ça points aide par d'avoir Chet match. Holmgren. Ça aide, C'est sûr ça que aide un petit peu. ça aide de rajouter ça. Non, je suis d'accord avec toi, Constant, et en plus, c'est quelque chose à surveiller. En vrai, surtout dans le contexte playoff, j'ai envie de dire, on prend de l'avance, hein, mais effectivement, parce qu'en contexte playoff, on prend un petit peu plus soin de la balle normalement, quitte à finir par un mauvais tir, je pense qu'on préfère qu'une perte de balle. Les équipes sont meilleures, tu fais un peu moins de jouets, surtout de joueurs faibles.
les rotations se diminuent, tu donnes la balle aux joueurs qui sont capables d'en faire quelque chose, tu n'as plus de joueurs de développement. Enfin, ouais, il y a pas mal de choses qui font qu'en play-off, potentiellement, c'est plus dur de gagner des ballons. C'est toujours plus dur de mettre du rythme, ça on le sait, parce que le repli est meilleur, tu es plus concerné, etc. Donc non, est-ce qu'on arrivera à compenser un potentiel manque, encore une fois, c'est pas sûr, de un peu moins de turnover provoqué en prenant plus de rebonds, en mettant plus de comptes, comme tu l'as bien dit, ou alors est-ce qu'on sera un peu plus en difficulté? Ça pourrait être effectivement un facteur plus playoff, mais ouais, effectivement, à bien regarder. Et c'est peut-être à regarder, alors j'ai pas regardé en détail, mais sur des matchs contre les Clippers, etc. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Bon, pour l'instant, oui, mais sur des grosses confrontations, ça sera intéressant. Il nous reste Boston à jouer au moins une fois, donc déjà, ça sera intéressant. Oui, il reste encore des grosses équipes et le problème c'est que OKC va faire un road trip dans la conférence Est début avril. Donc il y aura Boston, Philadelphie, Milwaukee, au moment où la saison sera un peu terminée des deux côtés. Donc c'est un peu embêtant, mais j'ai pas les stats exacts, mais j'ai le souvenir de certains matchs, notamment en janvier, parce que ça fait longtemps que j'ai pas causé, donc j'ai des souvenirs de janvier, où la défense d'OKC est moins bonne parce qu'elle n'arrive plus à provoquer des pertes de balles, par exemple. Vous prenez il me semble que c'est la défaite à Utah, où OKC doit provoquer, je sais plus, 10 ou 11 pertes de balles sur la première mi-temps contre le Jazz. En deuxième mi-temps, tu n'arrives plus à faire un stop parce que tu n'as plus de pertes de balles qui sont provoquées. Ouais, c'est ça, 10 pertes de balles pour le Jazz sur la première mi-temps, sur le match qu'on perd. En deuxième mi-temps, ils ont perdu. Bon, bref. Mais toujours est-il, non, c'est pas le bon match, mais toujours est-il que j'avais ce sentiment-là où sur certains matchs, OKC n'arrivait pas à provoquer des pertes de balles. Du coup, ça forçait la défense à défendre une vraie possession défensive. Et tu vois que là, elle est un peu moins forte que ce qu'elle est pour provoquer des pertes de balles. Ou alors, Pierre, tu as parlé du fait que est-ce qu'on va compenser ce manque de pertes de balles par prendre plus de rebonds, peut-être en envoyant, en défendant de manière plus disciplinée, du coup en envoyant moins l'équipe adverse sur la ligne de lancer. C'est un truc aussi potentiellement qui peut, qu'on a vu pas mal aussi avant le break où les adversaires avaient systématiquement 24 ou 25 lancers par match. Ça, c'est un truc peut-être que moins agressif, plus discipliné, donc moins de lancers pour l'équipe adverse. Ouais, ça va être à surveiller. Puis, comme tu le disais, Constant, sur les matchs où on a plus de difficultés à provoquer des pertes de balles, on va retomber un petit peu dans cette défense où on va aller beaucoup aider et laisser beaucoup de tirs à 3 points ouverts et on peut se prendre beaucoup de tirs là-dessus. C'est un petit peu ce que fait le Thunder depuis quelques années, ce qu'on n'aime pas trop voir et ce qu'on n'a pas trop envie de voir quand on a Chet et quand on sait qu'on peut provoquer des pertes de balles. Mais ouais, ça va être intéressant de voir si on va réussir à continuer dans ce rythme de pertes de balles provoquées. Mais je pense qu'en playoff, comme vous l'avez dit, j'ai cet espoir qu'on soit plus discipliné quand même en défense, quitte à, pourquoi pas, moins provoquer de pertes de balles, mais être plus discipliné et tenir ses duels et tenir les box-out sur les rebonds, ce qui pourrait donner beaucoup moins de possession à l'adversaire. Et c'est possible qu'en playoff, on soit quand même plus discipliné et tout simplement plus concerné en défense que sur une saison régulière à 82 matchs. Bon, après, on est concerné, je trouve, quand même, globalement. Oui. Oui, on est concerné. Je dis pas qu'on l'est pas. On est top 5 défense de la ligue. Mais tu vois, sur une défense, on va moins se jeter, et on va moins être agressif, être plus attentif et surtout au box-out et au rebond, quoi. Si tu es plus en position pour avoir le rebond, faut qu'on soit plus dur et plus dans l'impact sur le rebond. Ouais. Après, je sais pas si... dépendra aussi excuse-moi, mais je pense que ça dépendra aussi des match-ups au niveau oui. des équipes que tu affrontes, parce que si tu affrontes, par exemple, Minnesota et Phoenix, qui sont des équipes qui perdent énormément le ballon, oui, là, il faut être agressif sur le porteur. Si tu joues une équipe comme, je sais pas moi, Dallas, il me semble, Dallas, c'est une équipe qui perd peu de ballon, là, pour le coup, tu vas peut-être être un peu plus discipliné. Ou typiquement Denver, Dallas et Philly, c'est les deux seules équipes qui perdent moins de ballons qu'OKC. Si tu joues Dallas, tu vas peut-être être un peu plus discipliné que face à Minnesota, qui est bien connu pour perdre certains matchs, justement à cause de leur perte de balle. Oui, et puis j'allais ajouter, par rapport à ce que vous dites, je trouverais ça dommage de complètement t'enlever cette force qui est d'être agressif, de gagner des ballons, etc., être plus conservateur.
c'est ce qui a fait ta force, c'est ce qui fait que tu es en 47 actuellement, c'est ce qui Mm. fait que tu es là, en fait. Et c'est ce que tu construis depuis pas mal d'années. Alors, l'adapter, des fois prendre plus soin des choses, etc., je suis complètement d'accord. Mais enlever cet aspect agressivité, je sais pas. Je suis pas sûr qu'on le voit déjà et je sais pas si ce serait vraiment la solution. On verra ce qu'il en est en playoff, mais je sais pas si ce sera vraiment la solution. Puis même avec les joueurs que tu as, si tu enlèves l'agressivité à Lou Dort, en fait, tu perds l'intérêt de la défense de Lou Dort. Si tu enlèves l'agressivité hachée, ben, il gagne plus de ballons, etc. Ça devient un défenseur bien moins bon. Enfin, il y a pas mal de joueurs comme ça où tu perds l'intérêt, en fait. Oui, il faut pas renier le principe défensif non Non, plus. Mm. Parce que non, faut pas. si tu renies l'agressivité sur le porteur en défense, ça vient renier quasiment le jeu de drive en attaque. C'est ton identité, donc tu Mm. vas pas non plus C'est renier ça. ça. Tu peux t'adapter et le faire un peu moins, mais de là à le renier, je pense pas. De toute façon, je pense pas que Je- ça arrivera non plus. Non, faut pas le Ouais. renier. Mais comme tu dis, ça va beaucoup dépendre des match-ups, hein. Contre une équipe qui tient bien la balle et qui va avoir tendance à moins perdre de ballon, tu vas t'adapter un petit peu plus, mais sans non plus changer ta philosophie, pardon, défensive. Mm, mm. J'avais un dernier point, moi, à mentionner. Bon, c'est plus un objectif, c'est d'être top 4. C'est d'être top 4 en me Ah bah basant oui. sur la forme actuelle, que je trouve OKC est bien plus en forme actuellement, bah, déjà que les Clippers qui on vient de battre, etc., plus que Denver, plus même que les Wolves à voir, mais voilà, tu es vraiment peut-être une des équipes les plus en forme de l'Ouest comparé aux concurrents directs. Il y en a peut-être qui vont toquer à la porte derrière, qu'on anticipe un petit peu, mais c'est encore un peu loin. Le classement actuel, tu as 6,5 matchs d'avance. Bon, c'est toujours le classement NBA, mais sur Sacramento, qui est cinquième. Donc vraiment, tu as un petit matelas qu'on ne pensait pas avoir et on avait peur à un moment de le perdre un petit peu, mais tu n'as pas pour l'instant d'équipe derrière qui fait vraiment une grosse série. OKC fait jamais de mauvaise série, au contraire. Et donc, ton Mm. matelas, tu le conserves depuis un moment. Je trouve vraiment que ça serait un objectif d'avoir cet avantage du terrain. Et pour confirmer ça, bah, tu es à 23-6 cette année à domicile. Tu es bon à Mm. l'extérieur, mais tu es encore bien meilleur à domicile. Puis pour retour des playoffs, Paycom, etc., ça serait vraiment intéressant. Et puis après, même vis-à-vis des calendriers, celui d'Okessi est plutôt accessible, mais a beaucoup de matchs à l'extérieur. Et Mm. Constant l'a mentionné, à un moment, tu finis notamment lors de tes 10 derniers matchs ou un peu avant, tu as un road trip à l'Est avec de très bonnes équipes à affronter. Mm. Boston, Philly, il y a New York, il y a, voilà. Et Alors, Indiana. et Indiana, est-ce que tu auras quelque chose à jouer à ce moment-là? Est-ce que ces équipes-là auront quelque chose à jouer à ce moment-là? À Mm. voir. Encore une fois, on n'en est pas là. Mais une fois que tu as passé ce road trip-là, si tu es placé dans les 4 premiers, il y a peu de chances que tu sortes de là. Vraiment, tu pourras avoir... Enfin, si tu as passé ça, que tu arrives à le faire correctement, ou même avant ce road trip, si tu as encore gardé ton matelas et que tu le conserves un tout petit peu là, t'es bien. T'es bien. Et pour moi, ça va être jusqu'à ce moment-là qu'on va observer au maximum. Et là, les semaines à venir sont plutôt accessibles. Là, il y a les Spurs. Tu dois gagner, tu reçois Houston là, c'est un match que tu Mm. dois gagner. Tu as plusieurs matchs que tu dois prendre, et OKC est plutôt bon pour les prendre normalement. Mm. Donc je suis plutôt serein, c'est un grand mot, mais l'objectif SO 4 me semble largement accessible. Et après, c'est quelque chose peut-être que tu feras. Je pense pas, mais peut-être que tu choisiras ton adversaire, entre guillemets, si ça se resserre sur les 4 premiers. On le fera pas. Ça serait vraiment trop dur de projeter ça, mais potentiellement, voilà, ça serait quelque chose à calculer. Et ça, on en reparlera dans quelques temps avec l'équipe, avec tout le monde, sur qui on préfère voir. On fera peut-être un sondage aussi, ce sera intéressant, qui vous préférez jouer en playoff. Je sens qu'on sera pas tous d'accord, et qu'on sera pas forcément d'accord avec les fans non plus. Mais ça va être intéressant. Tu as publié un classement constant d'un autre Ah, c'est d'une pas. personne Oui, là. Non, oui. c'est pas le tien, je sais, mais Ah, pour pas le coup, bien. j'étais en accord avec toi. J'ai dit, oula, celui-là, il me paraît bizarre. Les Lakers n'ont absolument pas joué. Bon, peut-être Ah, pas. enfin, Je veux pas. bon, on fera pas le classement, mais pour moi, Oui, enfin, s'il y a une équipe que je veux pas jouer au premier tour, c'est les Lakers. Pour le coup, oui ouais, mais je suis d'accord, mais Pareil. injouable et tout. pour moi, On va voir. Clippers, Nuggets, Wolves, tu les joueras pas avant les demi-finales de Non, conf. Donc, Oui, c'est ça. pour moi, c'est vraiment c'est Phoenix, Lakers, Sacramento, New Orleans, Dallas et Golden Ouais, State. et tu dois Mais les choisir Warriors. là-dessus. Après, tu vois, on fait pas l'épisode avant, mais moi, New Orleans, je les sens pas trop. Toi, je sais, non, pour moi, Constant, que tu c'est aimerais plutôt les l'adversaire. prendre. Ouais. Donc, tu vois, on aura l'occasion d'en débattre. Mais voilà, il y a cet objectif top 4, moi, que je vais surveiller. Je check tout à chaque fois les scores des autres, etc. Mais tant qu'OKC garde son rythme de croisière,
qui n'est pas forcément de gagner 10 matchs d'affilée, mais plutôt d'en gagner 5, d'en perdre 1, d'en gagner 4, d'en perdre 1, et voilà, c'est très bien. Ouais, bah, au niveau du calendrier, alors si on prend la difficulté du calendrier, alors c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que ça prend pas en compte. Est-ce que tu joues à l'extérieur? Est-ce que tu es en back-to-back? Est-ce que l'adversaire a des rest advantage, etc., etc. Mais OKC, en gros, de tous les cas d'or, allez, il n'y a que Golden State. Mais Golden State est tellement loin qu'ils ne rattraperont jamais OKC. OKC a le 3e calendrier le plus simple de toute la conférence Ouest d'ici la fin de saison. Alors, toujours à pondérer par le fait que comme tu ne te joues pas toi-même, bah, du coup, ton pourcentage n'est pas pris en compte. Par exemple, je sais pas, Memphis, Utah, ils ont un calendrier difficile parce qu'ils ont à jouer au KC. Et OKC n'a pas à se jouer soi-même. Donc, forcément, le calendrier va être plus simple quand tu es une équipe avec un bon bilan. C'est pour ça, par exemple, que Détroit, à un moment, avait le calendrier le plus difficile parce qu'ils n'avaient pas à se jouer eux-mêmes. Donc, du coup, ça baissait les pourcentages de tout le monde, mais pour eux, ça les rehaussait. Non, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu as dit, Pierre, il y a 6 défaites d'avance sur Sacramento. Bon, il y en a 5 parce que Sacramento a le tiebreaker. Mais tu as quand même une avance, puis ça se tire dans les pattes parce que finalement, de la 5e à la 8e place, tu as Phoenix, Sacramento, tu as New Orleans et tu as Dallas, où tu as 4 équipes qui sont séparées par une défaite, il me semble. Avec beaucoup de confrontations directes. Vous voyez, par exemple, Phoenix va jouer 2 fois Minnesota, 2 fois Boston, 2 fois Cleveland, 2 fois les Clippers, 2 fois Denver, 2 fois OKC d'ici la fin de saison. Ils ont le calendrier le plus difficile. Les Lakers, ils vont jouer 2 fois les Wolves, 2 fois les Bucks, 1 fois les Nuggets. Donc, je pense que OKC a quand même un pied, on va dire, sur ce top 4. Je pense même que les 4 équipes, je ne vois pas le top 4 bouger de la conférence. Ouais, je pense que l'ordre bougera, mais les équipes ne bougeront pas. Après, au niveau de l'état de forme, oui, les Clippers, c'est un peu moins fort. Je pense que les Nuggets sont en train d'enclencher quand même la 4e vitesse là, depuis le retour du break, même s'ils ont joué Washington, Portland, Golden State, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Mais il y en a un qui est en train de bien préchauffer, j'y viendrai après. Mais voilà, je pense que OKC, oui, est quand même dans une situation où, pour moi, tu as fait le plus dur. Tu as fait le plus dur pour sécuriser un top 4. Ensuite, c'était de la gestion. Et en fonction de ce qui se passe, peut-être viser le plus haut possible, hein, parce qu'à l'heure où on est, tu es à égalité avec le premier, donc rien n'est impossible. Et de toute façon, juste avant de te laisser la parole, Charlie, le plus dur, on l'avait dit, c'était janvier-février, où tu avais plein de matchs, plein de back-to-back, plein de trucs et tout. Tu l'as passé, tes premiers ex-aequo, janvier bien. Et juste d'un sentiment personnel, j'ai pas envie d'être first seed. Ça met trop de... Tu vois, ça met trop de... Deuxième, c'est très très bien. Deuxième, premier, t'as un truc... t'as un truc de pas envie, tu vois, trop de pression. Mais après, tu parlais justement du fait qu'il y a un moment, on avait un peu une crainte. Je trouve que en fait, c'est la victoire contre Sacramento, c'est le moment libérateur. Tu te prends une tollée contre Dallas la veille. Il me semble il y avait 2 ou 3, peut-être 3 défaites d'écart entre OKC et Sacramento. Et si tu perdais contre Sacramento, tu perdais le tiebreaker. Là où tu peux encore légaliser, il reste encore un match contre Sacramento à jouer à OKC. Et en fait, là, t'enchaînes sur 5 séries de victoires. Même la victoire contre les Clippers, hein, qui te fait gagner d'une part le tiebreaker et qui les met un peu dans le rétro. Je trouve que la victoire contre Sacramento, après la raclée que tu avais pris contre Dallas, c'est vraiment un moment où tu te fais OK, ça va pas s'effondrer comme ça. Oui, c'est sûr. Et puis surtout, le match contre les Kings, c'était soit... Si tu perdais, c'était la première fois que tu enchaînais 3 défaites de suite. Enfin, ça aurait pu changer pas mal de choses. Mais assez confiant pour ma part pour le top 4. Et d'ailleurs, on disait qu'on n'aimerait pas trop être first seed. Pour le coup, dans le top 4 à l'ouest, on est pas mal avantagé parce qu'on a plus à jouer ni les Wolves, ni les Clippers, ni les Nuggets. On les a tous joués. On a d'ailleurs là où il y a 3 Nuggets Wolves, il me semble. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Donc les Wolves et les Clippers s'affrontent 2 fois. Les Clippers et les Nuggets doivent s'affronter encore une fois. Et les Wolves et les Nuggets s'affrontent 3 fois. Donc tu as 6 matchs où il y a un des 3 qui vont laisser une victoire. Donc ça, c'est pas mal à notre avantage. Sachant qu'on a le tiebreaker sur les Clippers, sur les Nuggets. Et les Wolves, on est à 2-2, je crois. Ouais, c'est au bilan de la division. Voilà, c'est au bilan de la division, donc à voir. Mais en tout cas, dans le top 4, on a un bel avantage. Mais après, je suis assez confiant sur le rythme qu'on va garder. Depuis le début de la saison, on est une équipe régulière. Voilà, on n'a pas perdu plus de 3 matchs d'affilée.
ce qui est assez énorme. Et on fait pas non plus des énormes séries de victoires, et je pense pas qu'on en fera. Enfin, j'aimerais bien, hein, bien évidemment, mais je pense pas qu'on en fasse jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'on va continuer notre rythme. Et si on continue comme ça, on va finir sur. Là, si mathématiquement on continue comme ça, on finirait autour des 57 victoires. Bon, je sais pas si on continuera comme ça, mais si on est déjà à 53, 54, 55, Si tu perds moins de 30 bon, matchs déjà. c'est super, ouais, c'est voilà. mieux. C'est déjà tellement haut par rapport aux attentes qu'on avait, et je pense que ça va sécuriser le top 4. Et même les principes de jeu sur lesquels on joue, je ne vois pas avoir une grosse descente aux enfers, à part peut-être les blessures. Voilà, on va quand même éviter de se blesser, mais je ne vois pas descendre du top 4. Et ça serait quand même une désillusion après 57 matchs où tu es en 47, de ne pas finir dans le top 4 et de ne pas avoir l'avantage du terrain. Bah, perdre le rythme maintenant ou avoir une blessure maintenant, ça serait vraiment assez abusé, alors que toute la saison, tu serait es échappé, abusé. on croise les doigts. Et ça nous ferait arriver en play-off. Ce serait mieux que ça arrive maintenant qu'en play-off. Hein, mais bon. Oui, Ouais, ou alors c'est un petit oui, truc où tu juste. loupes 15 matchs, oui, je suis d'accord. Mais bon. Oui, c'est Mais sûr. après, vous avez parlé justement du Paycom Center. OKC est quand même à 13 victoires sur les 14 derniers matchs à domicile. La seule défaite à domicile, c'est la défaite contre Minnesota. Pour retrouver la précédente défaite à domicile d'OKC, c'est avant Noël face aux Lakers. Sinon, tu as gagné 13 de tes 14 derniers matchs à domicile. Là où Les à Lakers l'extérieur, étaient un tu t'affaiblis un peu plus. Mais l'avantage, enfin le Paycom Center déjà qui se remplit. J'ai regardé ça parce que j'aime bien regarder l'affluence, pardon. Je suis un peu curieux. Quand c'est les Clippers, c'est guichet fermé. Quand j'ai vu que c'était guichet fermé face aux Wizards, j'ai fait ah bon. Ouais, ça commence de s'énerver un peu là. Hein. Quand t'as Ouais, J-Dub qui crie, machin, ça commence de monter un peu en pression là. Un petit peu. Constant, dernier point peut-être que tu avais à partager, je sais que tu nous as teasé un petit peu, je pense qu'on va parler trophée. Ouais, la dernière attente, c'est que Shai oui. Gilgeous-Alexander, il gagne 15 cm et qu'il commence à faire des triple-doubles pour pouvoir remporter le MVP. On parlait du fait que toi et moi, Pierre, on veut pas être first seed parce qu'il y a trop d'attentes. Moi, j'ai pas envie que Shai soit MVP parce que j'ai pas envie de me dire, si jamais il y a élimination au premier tour, de dire le MVP éliminé au premier tour. Mais non, mais ça arrive à Jokic, hein, pas de souci. Oui, mais Jokic, il était 6-6, c'était pas pareil. Là, OKC aura l'avantage du terrain. Mais non, mais enfin, là, on n'en a pas trop parlé. Mais bon, moi, je suis un mauvais fan du Thunder. J'ai toujours Jokic MVP. Voilà, je l'avoue, je l'admets. J'ai toujours Jokic MVP. T'as le droit, hein, objectivement, il y a des arguments. Enfin, tu vois. Il y a beaucoup d'arguments. Mais après, voilà, on est dans une situation où c'est un peu l'arlésienne de la saison, c'est-à-dire que chez premier quart-temps, il finit à 16 points. Et en fait, il finit le match à 33 points, 6 rebonds, 7 passes. C'est vraiment c'est une horloge, quoi. C'est une Rolex au niveau de ces matchs à 3 points. Il est quand même, enfin, ça, faut quand même le dire, il est à 42 matchs à plus de 30 points au plus cette saison. S'il continue à ce rythme-là et qu'il joue quasi tous les matchs d'ici la fin de la saison, il va taper des records que même Harden 2018-2019 n'a pas fait. Il va rentrer dans le top 10 all-time, et dans le top 10 all-time, il y a 7 mecs dans les années 60, et sur ces 7 mecs, il y en a 6 qui s'appellent Will Chamberlain quand même. Donc, il est sur une saison très élevée au niveau de son scoring, mais c'est juste, voilà, au niveau du MVP, je dis ça en rigolant, parce qu'il y a Luka qui pousse un peu, mais bon, si Shai pouvait faire comme il a fait l'an dernier en sortie de break, il était encore plus impactant au niveau statistique que la première partie de saison. S'il pouvait faire un post-All-Star break à 34 points, 6 rebonds, 8 passes, bon, je ne serais pas contre, mais bon, je dis ça un peu rigolant parce que ça va être très difficile d'aller choper le MVP à un mec qui fait des triples-doubles à 100% au tir, quoi. Ça va être un peu compliqué. Non, et puis il y a ce truc avec Shai où il va chercher les 30 points absolument, ça me fait tellement rire. Je regarde ça, tout le monde le fait. Hein. Après, oui, mais. Non, Jokic, il le fait pas. Les matchs où il y a de l'écart. Jokic, il fait les triples-doubles. Jokic, il s'en fout. Contre Washington, où il y a de l'écart et il doit absolument aller au lancer et prendre les derniers tirs. Il gère pas bien ses minutes pour scorer. Tu vois, il doit scorer en début de troisième quart alors qu'il score en fin de troisième quart. Mais en même temps, c'est pas. Faut pas oublier quand même que Shai joue 1 minute de moins que l'an dernier pour scorer quasiment autant. Hein. Il joue 4 minutes de moins que Luka Doncic. Hein. Si vous ramenez les stats par 36 minutes, il n'y a pas tant d'écart au scoring que ça. Donc c'est difficile en fait de mettre 30 points en 3 quarts temps. C'est pas non plus de donner à tout.
Après, On banalise beaucoup aussi, hein. oui. C'est 42 matchs à plus de 30 points. Enfin, nous, c'est la routine. Genre, limite, on trouve ça normal, mais il faut quand même pas. Ouais, faut pas sous-estimer la difficulté que c'est de faire ça. Enfin, ouais, c'est un putain de Ouais, robot, mais quoi. t'as Et pas ce oui, il a truc pas beaucoup qui d'éclat. saute aux yeux, en fait. Oui, T'as C'est, pas le match à t'as pas 50 cet points. éclat, oui. les Le gens qui match à vont regarder. 50 points, Mais c'est ça, ça fait mais 2 ans qu'on en parle. les On gens est là, qui ouais, regardent OKC ou ça va pas, arriver, mais ça arrive pas. les gens qui regardent OKC ou pas, ou qui regardent juste les stats, ils regardent la stat, bon, bah, Shea, il a mis 33 points. Ok, le lendemain, il a mis 32. Bon, et c'est ça tout le temps, en fait. Du coup, tu dis, bon, ok, il a fait 32, 8 de 4, voilà. Et alors que ce qui te saute aux yeux quand tu regardes les stats, bah, ah ouais, Luka, il a fait 40, 17. Ah oui. Jokic, il a fait 26, 19, 12 à 100%, tu vois, je dis n'importe quoi. Et- Oui, bah c'est ça. mais Hein. C'est sûr. c'est n'importe quoi, mais peut-être c'est ça en plus. Je crois que Mais c'est C'est sûr 26, qu'un match à 19, 15. 70 points, Je crois que c'est ça fait 19, plus. 15, pardon. Donc tu Un vois, match à en fait, 70 c'est points. vraiment ça. Il faut un moment, un truc. Bah là, tu vois, d'ici mi-mars, ça joue les Lakers, ça joue les Suns et ça joue les Mavericks, mais en 50, un des matchs, Mm. mais en 45, Ça 50, mais n'arrivera sans pas. vanne. Mais Ça ça n'arrivera n'arrivera pas, pas. mais parce qu'il y a les minutes, parce que t'as la construction de l'effectif, aussi parce qu'on est bon et que t'as pas besoin qu'il en mette 50, Ouais, c'est ça. honnêtement. Mm. En fait, c'est ça. Mais il faudrait, en fait, qu'il y ait un match. Ben, Ouais, Shea, en fait, il commence le début, il a tous les ballons, il est déjà à 10 points. Après, tu as le passage où il y a que lui et le banc en fin de premier quart-temps, il finit le quart-temps, il est à 20. Il revient en deuxième, il finit la mi-temps, il est à 25-30. Et en fait, c'est un match serré, il doit mettre des 10 tirs clutch. Mais on a encore la même attente que d'habitude. Alors après, est-ce qu'on préfère... Moi, je reviens là-dessus, et je pense que je préfère avoir un joueur qui met 42 fois 30 points sur C'est ça. 55 matchs Exactement. un qui met, un qui met pardon, 50, 15, enfin, tu vois, moi je préfère avoir ça. Oui, Hein. c'est le même sur C'est les Twitter. plus valuables, Mid là. consensus, voilà, le mec constant. Voilà, je l'ai Ouais. plus en anglais, mais c'est le même, voilà, connu. Mais après, il y a ça. Pour moi, il y a deux trucs rapidement sur qui dessert le côté, enfin le dossier MVP de chez. Premier, c'est le manque de matchs sur l'antenne nationale. Parce que les Luka, les Jokic sont beaucoup plus en antenne nationale que OKC. En plus, quand OKC passe en antenne nationale, c'est pas forcément les meilleurs matchs de chez. Les deux matchs contre Los Angeles où il est blessé, le match contre Orlando. Là, il joue contre Houston, donc potentiellement en antenne nationale, donc potentiellement faire quelque chose. Et il y a un autre point, je pense, qu'il dessert, c'est que c'est sa première saison vraiment dans les conversations de MVP et que les gens sont encore un peu surpris. Et que Tu penses que ça joue, ça? Top 4 pour l'année moi, dernière. ça Après. joue. Oui, mais top 4 en étant 10e. Parce que Après, oui, on dit l'inverse il aussi de Jokic et Embiid qui avait. Pour moi, c'est différent. C'est-à-dire que Yanis est desservi sur ça parce qu'on le prend trop pour acquis. Plus, il y a le fait que la saison des Oui, Bucks mais la soit un saison peu des Bucks, décevante. Oh, c'est les moins Bucks, ils méritent pas. Elle est Ouais. moins Il y a- impressionnante. Oui, Elle est mais moins impressionnante. Ganis, c'est pas moins bon que l'an dernier, mais il y a le micmac Non, avec c'est Adrian sûr. Griffin, etc., etc. Enfin, il fait une saison calibre MVP quand même, Ganis. Oui, Mais oui. il y a ce côté où, tu vois, pour regarder pas mal ce qui se fait du côté du Twitter US, il y a Matt Moore qui est quelqu'un qui écrit beaucoup sur la NBA, qui parle beaucoup de MVP, qui dialogue beaucoup avec les fans, où tu as beaucoup de fans, notamment de Dallas, qui te disent mais Shea pas assez bon parce qu'ils regardent pas les matchs de Casey, ils voient pas qu'en fait Shea il est en 31-6-7 Ouais. avec un net rating de plus 11 quand il est sur le parquet. C'est même un Jokic n'a pas un net rating aussi bon quand il est sur le parquet que Shea. Donc je pense qu'il y a ce côté un peu effet de surprise où tu vois, si tu le remets l'an prochain avec les mêmes stats et le même classement, je pense que les gens le prendront un peu plus au sérieux, Ouais. entre guillemets, hein, parce qu'il est deuxième au MVP. Vous regardez le vote d'ESPN ou les codes de Vegas, il est deuxième. Mais potentiellement, l'an prochain, s'il refait pareil, je pense qu'il aurait plus de chances que cette année, où il y a encore un peu l'effet de surprise de dire « Ah ouais, il est vraiment à ce niveau-là ». Ça va dépendre aussi, Après, c'est triste à dire, mais de ton parcours en playoff. S'il est très bon en playoff et que Oui. tu passes au moins un tour, tu auras plus de lumière, tu as plus de. Ah ouais, il a été super fort en playoff l'année dernière, machin. Ouais, non, mais après, pour le coup, Jokic, je trouve qu'il a l'histoire inverse. Bon, l'année dernière, il l'a pas eu un peu à cause de ça en partie, mais où il a déjà eu plusieurs fois. Parce Voilà. que Embiid a pleuré, c'est tout. Voilà, mais à voir pour le MVP. Ouais, Mais c'est ce alors, que je voulais dire, ouais. Justement, genre, Jokic, ça peut avoir l'effet inverse en mode, bon, bah, t'es bon chaque année, tu l'as déjà eu 2 fois, il y a Shea qui fait la surprise, on peut lui donner, quoi. Ça, je crois pas. je sais Après, pas. Ça va ça être lui dépend ou aussi du je bilan. pense que c'est Ça Jokic dépend ou aussi Shea, du moi. Hein. bilan. Ça dépend aussi du bilan. Tu vois, si OKC finit premier de l'Ouest, et bon, je pense pas que ça arrive, hein, parce que les Nuggets, ça va bien chauffer, là, je pense. Mais tu vois, OKC finit premier
et les Nuggets se retrouvent quatrième, ça va pas jouer en sa faveur, tu vois. Donc à voir. Je mets pas Lucas, moi, je mets vraiment Jokic touché pour moi, mais Ouais, il y a le narratif qui commence à pousser pour Luka. Après, Luka fait quand même une très grande saison, faut pas oui, déconner. non, mais faudrait Lucas, qu'il c'est le remonte. bilan. Lucas, c'est Faudrait le qu'il bilan. remonte. Faut qu'il soit cinquième faut- pour moi. faut S'il vraiment Faut se- qu'il soit cinquième, mais Même- franchement, même cinquième. Dallas a eu plus de blessures qu'OKC et Denver aussi, c'est un facteur à prendre en compte. Mais je le trouve quand même un peu en dessous des deux autres. Voilà, si Denver termine devant OKC, pour moi, il y a aucun scénario. Tu le donnes à ouais. Shea. Là où effectivement, si OKC finit premier, bon alors déjà Mark Denlow qui peut assurer le coach of the Ouais, year dans sa donnez-lui le valise. ouais, bah oui, donnez-lui, faut le donner. franchement. Là, oui. C'est lui ou Chris Finch, hein, de toute façon, c'est l'un des deux. Hein, donc, et pour l'instant, c'est plus Degnaud qu'à la cote que Finch aussi, parce que je pense que les votants vont se dire on va donner le Deepoy à Gobert, donc on va C'est peut-être ça, donner j'allais te le dire. Ouais. coach of the C'est year à autre exactement chose. ça. Mais voilà, il y a un scénario où Casey peut faire comme l'an dernier, comme l'an dernier avec 3 deuxièmes places, deuxième du MVP, deuxième du Roy, deuxième du coach de l'année. C'est possible, plus C'est J-Dub très qui sera probable. bien classé dans le C'est clutch probable. player, à mon avis. C'est très probable le 3 fois deuxième. Hein. Ouais. Le deuxième Chet est presque acquis. Oui. Les autres, c'est probable. C'est probable. Coach of the Bah, year, moi, pour Degnaud, l'instant, ce sera ça top 1, peut soit être top Degnaud. 2. Ouais, je le donne avec des notes, moi. Mais bon, Ouais, après, les gars, on est à 40 wins. C'est ce qu'on a gagné l'année dernière. On est fin février. Ah, quand même. Après, les Ouais, Wolves, mais il y a une Finch, belle progression aussi. Hein. ouais. Oui, les Wolves aussi. Non, c'est vrai. Ils font 8 l'an Mais dernier, c'est- les Wolves. Hein. Après, tu vois, c'est ce que tu as dit. Ils donnent le Deepoy à Gobert. Ils vont donner le coach of the year à une autre équipe, c'est sûr. Mais voilà, juste pour dire, pour le MVP, s'il pouvait forcer un petit peu sur certains matchs, bon, écoute, on t'en voudra pas trop, Non, Va falloir. Mais effectivement, comme tu as dit, Pierre, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur la vision que vont avoir les gens de chez, sur son classement dans le DH1 aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer à partir d'avril. Messieurs, arrêtons là. C'était un épisode assez complet. Merci à tous les deux d'être venus avec pas mal de points. N'hésitez pas dans les commentaires partout à nous dire, vous, ce que vous allez regarder sur la fin de saison, ou même vos pronostics sur les trophées, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, etc. Je refais pas tout le tour. Mais allez suivre tout ce qu'on fait. Les playoffs arrivent à grands pas. Maintenant, ça passe très vite. Hein. Donc, c'est le moment de suivre ça à fond. Et puis, on se retrouve très vite. Salut à tous. Salut Salut tout le monde.